en deux parties, une racine implantée dans la muqueuse buccale et une couronne qui est la partie libre utilisée pour la préhension et la mastication des aliments. Donc, pour la dent, on va voir un schéma par la suite qui va nous montrer la couronne et la racine. La couronne, c'est la partie visible dans notre bouche, alors que la racine, elle est cachée à l'intérieur de la muqueuse buccale. Et bien sûr, le rôle de ces dents, c'est la préhension et la mastication des aliments. C'est quoi la préhension? La préhension, c'est le fait de prendre l'aliment. Par exemple, avec les incisives et les canines, les premières dents que vous voyez dans votre bouche, elles servent à la préhension, le fait de prendre l'aliment. Alors que les dents qui se trouvent à l'intérieur de notre bouche, telles que les molaires et les prémolaires, servent à la mastication. Mastication, c'est le fait de mâcher, de dégrader, de casser les aliments. Ça va, c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame. D'accord, donc on va poursuivre. La préhension, c'est le fait de prendre les aliments. La mastication, c'est le fait de les mâcher. Ici, nous avons un schéma concernant la structure de la dent. Et on voit que la dent est formée de deux parties, la couronne et la racine. Le principal tissu squelettique qui constitue la dent est la dentine, appelée également ivoire. C'est ce qui est en rouge. Cette dentine, au niveau de la couronne, elle est protégée par l'émail et au niveau de la racine, par le sément. Le collet sépare la couronne de la racine. Entre les deux pointes de la racine, nous avons la cavité pulpaire. Donc ici, c'est la structure de la dent. Donc je ne vais pas répéter, seulement je vais expliquer quelques étapes. Là, ce que vous voyez, cette partie, c'est la couronne et cette partie, c'est la racine. Donc, les tissus squelettiques, il y en a trois. Il y a la dentine qui est principale, ce qui est en rouge. Elle se trouve à la fois au niveau de la racine et au niveau de la couronne. L'émail, c'est un autre tissu squelettique. Normalement, c'est ce qui donne la brillance à la dent. Quand vous voyez une dent qui brille, elle est blanche et elle brille, ça veut dire qu'elle est bien chargée en émail. Et au niveau de la racine, cette dentine, elle est protégée par un tissu osseux, c'est le sément. Et bien sûr, au niveau de la racine, il existe des pointes que vous voyez. Par exemple, là, nous avons deux pointes. Parfois, il y en a plus. Entre ces pointes, ça s'appelle la cavité pulpaire. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Donc, nous avons les deux tissus squelettiques, la dentine et l'émail, qui est un tissu squelettique le plus minéralisé d'origine épidermique, qui recouvre la couronne et le sément qui est une variété de tissus osseux qui recouvre la racine et quelquefois la couronne chez certains mammifères. Après, on va passer à petit 2, formation de la dent. La dent se forme à partir d'un organe adamantin d'origine épidermique et d'une papille dermique. Donc, ici, on va voir un schéma concernant la formation de la dent avec en petit a au premier
la formation de la couronne d'une dent et après la formation de la racine de la dent et la sortie de la dent. Donc, pour cette planche, vous l'avez dans votre polycope, d'accord? Vous pouvez prendre le polycope si vous voulez bien voir. Si vous avez le polycope à côté de vous, il existe, cette planche, elle existe juste après l'appareil urogénital, d'accord? Donc, si vous la trouvez, sinon, vous continuez à suivre avec la diapo, d'accord? Donc, ici, petit 1, c'est pour la formation de la couronne et petit 2, c'est pour la formation de la racine et la sortie de la dent. On va commencer par la formation de la couronne. Donc, pour la formation de la couronne, nous avons un épithélium buccal ici qui va s'épaissir, un épaississement de l'épithélium buccal qui va former la lame dentaire. Cette lame dentaire va bourgeonner. Le premier bourgeon va former un organe adamantin qui est constitué d'un feuillet externe, d'un feuillet interne et d'une pulpe adamantine. Ça, c'est le premier bourgeon qui va donner par la suite la dent de lait. Et ici, on voit un deuxième bourgeon qui va persister pour former la dent définitive. Donc, je pense que vous avez compris. Là, il y a l'épithélium buccal, c'est-à-dire un épithélium. C'est quoi un épithélium? C'est un ensemble de tissus. Et les tissus, c'est un ensemble de cellules. Donc là, si vous voulez, c'est la gencive. C'est l'épithélium buccal. D'accord? Par exemple, prenez le cas d'un bébé. Au niveau de sa bouche, quand il n'a pas encore de dents, il y a la gencive, c'est l'épithélium buccal. Et à l'âge de 6 mois, vous voyez que le bébé commence à gratter sa gencive. Elle va devenir rouge, elle va devenir épaisse et le bébé commence à pleurer beaucoup. Et ceci, ça peut même s'accompagner avec des diarrhées et de la fièvre. Ça s'appelle la sortie de la dent. On le dit normalement, nous les Marocains, on dit par exemple quand un bébé à l'âge de 6 mois commence trop à pleurer, il commence à gratter sa gencive, on dit tenoud snen. C'est ça. Donc cet épaississement buccal, ça c'est la gencive, c'est l'épithélium buccal, et ça c'est l'intérieur de la gencive. D'accord? Donc là, c'est la gencive et là, c'est l'extérieur de la gencive et là, c'est l'intérieur de la gencive. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la gencive? Vous avez ici l'épithélium buccal qui va commencer à s'épaissir. Il va former une lame dentaire, d'accord? Donc, ce petit trait-là, c'est la lame dentaire. Et cette lame dentaire va bourgeonner, va constituer un bourgeon. Le premier bourgeon qui va grandir, c'est l'organe adamantin qui est constitué d'un feuillet externe, d'un feuillet interne et de la pulpe adamantine. Tout ça, c'est le bourgeon. Tout ça, c'est le premier bourgeon, c'est l'organe adamantin. Donc, on sait que la dent, elle est formée d'un organe adamantin et de la papille dermique. Donc, tous les deux vont former la dent. Si ces premiers bourgeons, c'est-à-dire cet organe adamantin avec la papille dermique va former la dent, il va former la première dent, c'est-à-dire la dent de lait. Et après, on voit ici un deuxième bourgeon et ce bourgeon va redonner après un autre organe adamantin avec la papille dermique et qui va donner cette fois-ci plus la dent de lait, mais la dent définitive. C'est ce que vous avez, vous,
dans votre bouche. Car la dent de lait, elle se forme à l'âge de 6 mois et elle tombe à l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans, la dent de lait. Et elle est remplacée, cette dent de lait, elle est remplacée par la dent définitive. Et c'est ce bourgeon-là, le deuxième bourgeon, qui va former la dent définitive. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Ça va? Vous arrivez à suivre? Donc, il faut savoir que la dent, elle est formée d'un organe adamantin et d'une papille dermique. Le premier donnera la dent de lait, le second donnera la dent définitive. Donc, allons-y, on va continuer. L'organe adamantin emprisonne une masse de mésenchyme qui constitue la papille dermique. Au contact de l'organe adamantin, les cellules de la papille dermique vont se différencier en odontoblastes et ces odontoblastes vont sécréter la dentine. Lorsque la dentine se calcifie par des sels calciques, les cellules du feuillet interne se différencient en adamantoblastes qui va sécréter l'émail au niveau de la couronne. Donc, pour la formation de la couronne, on a dit que la dent, elle est formée d'un organe adamantin et d'une papille dermique. Mais il faut savoir d'où viennent les feuillets dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, ou bien les tissus squelettiques, c'est-à-dire la dentine et l'émail au niveau de la couronne. Et au niveau de la racine, la dentine et le sément. Donc, d'où vient cette dentine? Les cellules de la papille dermique au contact avec l'organe adamantin, ces cellules de la papille dermique vont se différencier en odontoblastes. Et ce sont ces odontoblastes qui vont sécréter la dentine au niveau de la couronne. D'où vient l'émail? L'émail, les cellules du feuillet interne, d'accord, du feuillet de l'organe adamantin, vont se différencier en adamantoblastes. Et ce sont ces adamantoblastes qui vont sécréter l'émail au niveau de la couronne. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, c'est clair. C'est clair? Pas de questions? Donc ça, c'est le début. Ça, c'est la formation de la couronne. Donc, on continue. Après, on va passer à la formation de la racine d'une dent et la sortie de la dent. Lorsque la couronne est achevée, la formation de la couronne est achevée, la formation de la racine commence. Elle provoque la sortie de la dent. Vous voyez que la dent commence à sortir à travers l'épithélium buccal. Les cellules qui sont situées entre ou bien à la jonction du feuillet interne et du feuillet externe de l'organe adamantin forment une gaine épithéliale. Ici, c'est prolifération des cellules pour former la gaine épithéliale. Donc ici, je vois que ce n'est pas très clair. Vous pouvez noter sur une feuille que ici, à la jonction du feuillet interne et du feuillet externe de l'organe adamantin, ici, il y a prolifération des cellules. Écrivez prolifération des cellules pour former la gaine épithéliale. Prolifération des cellules pour former la gaine épithéliale.
prolifération, ça veut dire multiplication des cellules. Les cellules se multiplient à ce niveau, pardon, pour former une gaine épithéliale. D'accord? Donc ici, c'est la gaine épithéliale. Ça y est, c'est noté? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, donc on continue. Au contact de cette gaine épithéliale, les cellules de la papille dermique se différencient en odontoblastes au niveau de la racine. Et bien sûr, ces odontoblastes vont sécréter la dentine au niveau de la racine. La gaine après va se détruire. Les cellules du mésenchyme qui sont situées entre la racine et l'os qui constitue la mâchoire vont se différencier en sémentocytes et ces sémentocytes vont fabriquer le sément qui est le tissu osseux au niveau de la racine. Après, donc, je répète pour la racine. Donc ici, c'est la gaine épithéliale. Les cellules de la papille dermique qui existent ici, au contact de cette gaine épithéliale, vont se différencier en odontoblastes. Odontoblastes, ce sont ces cellules-là qui existent à l'intérieur. Donc, qui vont donner la dentine. Qu'est-ce qui reste au niveau de la racine? Il reste le sément. D'où vient le sément? Les cellules qui sont situées entre la racine et l'os, car il faut savoir que chaque dent, elle est maintenue en place par un os. On va voir les principaux os constituant les mâchoires, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Donc la dent, elle est liée à l'os. Les cellules qui sont situées entre la racine et l'os vont se différencier en sémentocytes et ces sémentocytes-là qui vont sécréter le sément qui est le tissu squelettique osseux qui existe au niveau de la racine. Est-ce que c'est clair pour la formation de la racine? Oui, madame. Oui, Très bien. Oui. Donc, on sait que c'est au moment de la formation de la racine qui va provoquer la sortie de la dent vers l'extérieur à travers l'épithélium buccal. Vous voyez ici la dent, elle a commencé, donc ici elle a commencé à sortir, mais là elle est vraiment sortie vers l'extérieur de l'épithélium buccal, donc la sortie de la dent. C'est la formation de la racine qui provoque la sortie de la dent. C'est comme si la racine va pousser la dent vers l'extérieur. C'est clair? Oui. Oui, madame. D'accord? Car c'est très, très intéressant cette formation de la dent. C'est comme ça que vous allez savoir exactement comment se forment vos dents dans votre bouche. Normalement, c'est la couronne qui va commencer et après, c'est la racine qui va poursuivre et c'est la formation de la racine qui va faire pousser la dent vers l'extérieur pour que vous puissiez la voir vers l'extérieur. C'est clair? Donc, on va terminer, on va continuer. On va passer à grand 3. Étude comparative des dents. Pour l'étude comparative des dents, nous allons comparer une molaire de cheval à une molaire de chien. Ici, nous avons la molaire de cheval et là, nous avons la molaire de chien. Nous avons également des schémas. Là, c'est le schéma de la molaire de cheval et là, c'est le schéma de la molaire de chien. On va commencer par la couronne. Elle est haute chez le cheval.
et elle est basse chez le chien. Après, la racine, elle est courte chez le cheval et elle est longue chez le chien. Pour la cavité pulpaire, elle est ouverte chez le cheval et elle est fermée chez le chien. Donc, chez le cheval, on parle de dents à croissance illimitée, dents hypsodontes. Hypsodonte, hyps, ça veut dire haute, qui caractérise les mammifères tels que les ruminants. Alors que la molaire du chien, c'est une dent à croissance limitée, dent brachiodonte, ça veut dire courte. Donc ici, on a pu comparer deux molaires. Une molaire de cheval, comme vous le savez, le cheval, c'est un ruminant. Vous savez ce que ça veut dire les ruminants? Comme le cheval, comme la vache, voilà, comme le cheval, comme la vache, comme le mouton, tout ça, ce sont des ruminants. Je pense en arabe, c'est mushtarra, c'est ça? Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Donc, ici, ce sont des ruminants, des mammifères ruminants, alors qu'ici, ce sont des mammifères qui sont carnivores, qui ne mangent que de la viande, le chien, par exemple. OK? Donc, ici, vous voyez que la molaire de cheval, elle est différente de la molaire de chien. Concernant la couronne, elle est haute chez le cheval, elle est courte chez le chien. La racine, elle est courte chez le cheval, elle est longue chez le chien. Et la cavité pulpaire, c'est-à-dire entre les racines, entre les pointes de racine, les pointes de la racine. Ici, vous voyez qu'elle est ouverte, la cavité pulpaire, elle est ouverte, alors qu'ici, elle est fermée. Cette cavité pulpaire, elle est fermée chez le chien. Donc, chez le cheval, on parle de dents hypsodontes. Hyps, ça veut dire haute. Et elle est à croissance illimitée, c'est-à-dire que la dent, elle va continuer à croître. C'est pour cela que chez le cheval, par exemple, on voit que les dents sont très, très, très longues. Elles ont une croissance illimitée. Alors que chez le chien, c'est comme chez l'homme, il a des dents qui ont une croissance limitée. Et ici, on parle de dents hypsodontes. Oui, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, on parle de dents hypsodontes chez le cheval et chez le chien, on parle de dents brachiodontes. Brach, ça veut dire courte. Brachiodonte, hypsodonte. Hypsodonte, croissance illimitée. Brachiodonte, croissance limitée. Après, on va passer à petit 2. On va comparer la molaire de Baudroie, qui est un requin, et la molaire du chien. Donc, tous les deux ont des dents qui sont ici. Donc, on va comparer la denture, le nombre chez le requin, dents nombreuses polyodontes, chez le chien, dents peu nombreuses oligodontes. Oligo, ça veut dire peu. Pour la forme, les dents chez le requin sont semblables, donc on parle de homodontes ou isodontes, alors que chez le chien, les dents sont différentes, on parle de hétérodontes. Après, pour le remplacement, on va commencer par le chien, il a 2 dentitions, c'est-à-dire les dents de lait et les dents définitives, donc on parle de dents diphyodontes, alors que chez le requin, il en a plusieurs, donc polyphyodontes. La situation, les dents sont situées. Donc avant, pour le remplacement, j'explique, chez le chien, c'est comme chez l'homme. Il a 2 dentitions. Il a les dents de lait et les dents définitives. Donc on parle de dents diphyodontes. Diphyio, ça veut dire
deux dentitions. Dents, ça veut dire les dents. Deux dentitions, alors que chez le requin ou le baudroie, c'est la même chose. Je pense que vous avez déjà vu la cavité buccale d'un requin. Quand il ouvre la bouche, vous voyez qu'il a beaucoup de dents qui sont semblables, elles sont les mêmes, mais elles sont très, très, très nombreuses. Et elles sont situées sur plusieurs niveaux, pas seulement sur la mâchoire supérieure. Même à l'intérieur de la bouche, vous voyez des rangées de dents. Donc, ici, le remplacement, il y en a plusieurs. C'est pour cela qu'il est très, très dangereux, le requin, car même s'il perd ses dents, il peut les remplacer de suite, très, très vite, car il a plusieurs remplacements. On parle de dents polyphyodontes. Poly, ça veut dire beaucoup, nombreuses, nombreux remplacements. Il a beaucoup de remplacements, pas comme les chiens qui n'a que deux dentitions. Donc, on continue pour la situation. Situé sur quelques os. Pour la mâchoire supérieure, sur le prémaxillaire et le maxillaire, ce sont des os constituant la mâchoire. Alors que pour la mâchoire inférieure, les dents sont situées sur le dentaire. Donc, pour le chien, c'est comme chez l'homme. Pour la mâchoire supérieure, les dents sont situées sur le prémaxillaire et le maxillaire. Prémaxillaire et maxillaire, ce sont les principaux os constituant la mâchoire supérieure et qui maintiennent les dents en place. Par contre, au niveau de la mâchoire inférieure, le principal os constituant la mâchoire inférieure, il s'appelle le dentaire. Donc ça, c'est chez le chien. Chez le requin, en plus de tous ses os, il a des dents qui sont situées sur plusieurs os d'autres, tels que les vomères, les palatins, etc. Donc, chez le requin, en plus de ses os, c'est-à-dire du prémaxillaire, maxillaire, le dentaire, les dents sont situées sur d'autres os appelés vomères, palatins, et il y en a d'autres. Comme je vous ai dit, si vous avez déjà vu la cavité buccale d'un requin, quand vous ouvrez la bouche, il y a plusieurs rangées de dents. Même à l'intérieur, au niveau du palatin. Le palatin, en arabe, c'est derija, ça veut dire là. À l'intérieur de notre bouche, là. Vous savez ce que ça veut dire là? Oui? Oui, madame. Voilà, Oui, donc les dents sont situées même, Oui, madame. sont situées même au niveau du palatin, c'est-à-dire pas seulement au niveau de la mâchoire, mais à l'intérieur de la bouche. Donc, chez le requin, il y a plusieurs rangées de dents. Donc, plusieurs os en plus sur les vomères, les palatins, etc. C'est ça la différence qui existe pour la denture entre le baudroie et le chien. Après, on va passer à petit 3, les dents hétérodontes. Pour les dents hétérodontes, les dents labiales, telles que les incisives et les canines, elles servent à la préhension, donc le fait de prendre les aliments. Les incisives et les canines, pour la mâchoire supérieure, sont situées sur le prémaxillaire et le maxillaire. Ce sont des os constituant cette mâchoire. Pour la mâchoire inférieure, les incisives et les canines sont situées sur le principal os, c'est le dentaire. Donc remarque, il existe une barre de diastème chez les ruminants. Les ruminants ne possèdent pas de canines puisque ce sont des herbivores. Donc, s'ils ne possèdent pas de canines, ils ont une barre de diastème à la place. Et après, nous avons les dents jugales, telles que les prémolaires et molaires, qui servent à la mastication, le fait de mâcher les aliments. Donc, pour les dents labiales sont les premières dents de votre bouche, c'est-à-dire les incisives et les canines. Vous savez ce que ça veut dire incisive? Ce sont les dents que vous avez
au milieu de votre bouche. Snat al-hurrat, c'est-à-dire les deux premières que vous voyez. Normalement, on en a 4. Vous savez ce que ça veut dire les incisives? Oui ou non? Oui, Madame, madame. c'est le qawati'. C'est quoi? Oui. Non, qawati' niab, les canines, huma niab. D'accord? Niban. Alors que les incisives, je ne sais pas en arabe, ce sont les premières dents que vous voyez dans votre bouche. Je pense que c'est ça le qawati', oui, je pense. Oui, c'est ça, madame. C'est ça, d'accord. Donc le qawati', c'est ça, les incisives. Les canines, ce sont, en arabe, c'est quoi? Niab, c'est quoi? الأنياب. Oui. L'aniab, ok. Donc le qawati' et l'aniab. Les incisives et les canines servent à la préhension, le fait de prendre l'aliment, de le prendre et parfois de le couper, mais pas de le broyer et de le mâcher. Les incisives et les canines sont situées sur des os prémaxillaires et maxillaires pour la mâchoire supérieure et le dentaire pour la mâchoire inférieure. Là, il y a une remarque. Chez les ruminants, tels que la vache, le cheval, le mouton, il n'y a pas de canine. D'accord? Donc, il n'y a pas de canine, il n'y a que les incisives et après, il y a prémolaire et molaire. Donc, il y a un vide entre les incisives et les prémolaires puisqu'il n'y a pas de canine chez les ruminants. Et ce vide, ça s'appelle une barre de diastème. Cette barre de diastème n'existe que chez les ruminants. Donc, les canines sont absentes chez les ruminants, elles sont remplacées par la barre de diastème. Et après les dents labiales, il y a les dents jugales. Les dents jugales, ce sont les prémolaires et les molaires. Les prémolaires et les molaires, ce sont les dents qu'on trouve à l'intérieur de notre bouche, c'est-à-dire dross. Mais il y a deux sortes. Il y a les premiers et il y a ceux qui se trouvent carrément au fond. Et leur rôle, c'est la mastication. C'est le fait de mâcher les aliments. D'accord? Après, on va voir deux exemples. Ici, le premier exemple, celui des chiens et du sanglier. Le sanglier, c'est un cochon qui est sauvage. Donc ici, c'est la molaire de chien et là, c'est la molaire du sanglier. Vous savez ce que ça veut dire le sanglier? C'est un cochon sauvage. Voilà, khinzir. OK? Donc, vous voyez que les deux molaires sont différentes. D'accord? Là, c'est la molaire de chien et là, c'est la molaire du sanglier. Et tous les deux ont des molaires ou ont des dents qui sont brachiodontes. Vous vous rappelez de brachiodonte, ça veut dire dents à croissance limitée. Elles sont courtes, d'accord? Elles ont une croissance limitée. Qui ont tous les deux des dents brachiodontes, c'est-à-dire à croissance limitée. Le chien possède au niveau de la couronne des tubercules pointus, alors que le sanglier possède des tubercules qui sont arrondis. Pourquoi? Parce que le régime alimentaire du chien, il est carnivore, donc c'est un mammifère carnassier, alors que le sanglier, il a un régime omnivore, c'est-à-dire il est à la fois herbivore et carnivore. Chez le chien, on parle de dents sécodontes, alors que chez le sanglier, on parle de dents bunodontes. Bunos, ça veut dire colline. Donc, vous voyez la différence qui existe entre la molaire de chien et celle du sanglier. Tout d'abord, le régime, il est différent. Celui-là, c'est un carnivore, régime carnassier, et celui-là, il est omnivore, à la fois herbivore et carnivore. Donc, les tubercules ici constituant la couronne
regardez ici, les tubercules sont pointus. Elles possèdent des petites pointes. Pourquoi? Pour pouvoir déchirer la viande. Elles sont pointues pour déchirer la viande. Alors que chez le sanglier, les tubercules ici sont arrondis. Elles n'ont pas besoin beaucoup de pointes pour déchirer la viande car il peut manger à la fois la viande et autre chose. Donc, les tubercules ici sont arrondis et ici, elles sont pointues. Donc, ici, on parle de molaires sécodontes. Sec, ça veut dire pointu. Et ici, bunodonte. Bunos, ça veut dire colline, comme une colline. L'hadabat, ok? Des collines. Donc, vous voyez ici, les tubercules sont carrément arrondis. Bunos, ça veut dire colline. C'est clair pour ces deux molaires? Je peux continuer? Oui, madame. Oui, madame, Donc, c'est clair. d'accord. Donc, on va continuer. Après la molaire de chien et du sanglier, on va passer à une comparaison entre la molaire de ruminant et la molaire d'éléphant ou de rongeur, qui ont tous les deux des dents hypsodontes, c'est-à-dire dents à croissance illimitée. On va commencer par la molaire de ruminant qui possède des croissants de dentines entourés d'émail. Donc l'émail, c'est le vert, le rouge, c'est la dentine. Donc, on a des croissants de dentines entourés d'émail. On va parler de dents sélénodontes. Sélène, ça veut dire lune. Et bien sûr, ici, c'est la dentine qui est toujours entourée d'émail. Les ruminants créent des mouvements transversaux pour manger, pour mâcher les aliments. Donc, des mouvements transversaux. Alors, donc là, on va comparer deux molaires hypsodontes, c'est-à-dire à croissance illimitée. Le premier ici, c'est un ruminant et le second, c'est un éléphant ou un rongeur. Rongeur comme le lapin, comme le rat, la souris. Donc, ce sont tous des rongeurs. Donc, vous voyez que les molaires diffèrent. La première, celle d'un ruminant. Il possède des croissants, comme le croissant de lune, l'hilal. Le croissant de lune, la lune, le qamar, le croissant de lune, c'est l'hilal. Regardez ici, c'est comme des croissants de dentines, ce qui est en rouge à l'intérieur, et ils sont entourés d'émail. Donc, on va parler de dents sélénodontes. Sélène, ça veut dire lune, comme la lune. Mais ici, chez les ruminants, est-ce que vous avez déjà vu un ruminant en train de manger, en train de mâcher? Normalement, quand il mange, il ne va pas manger comme nous, dans le sens vertical. Non, c'est comme s'il mangeait dans le sens horizontal. Est-ce que vous avez déjà vu un ruminant en train de mâcher? Un cheval, une vache, un mouton? Oui. Oui, madame. Oui. Donc, c'est comme s'il mangeait horizontalement. C'est pour cela qu'il crée des mouvements transversaux. Pas comme nous. Pas verticalement, mais horizontalement. Et il crée des mouvements transversaux pour pouvoir manger. Ça, c'est le ruminant. Après, on va voir chez l'éléphant ou le rongeur. Ça y est, c'est clair pour le ruminant? Ça va? Oui? Non, oui, madame. Non, madame. Non. Oui? Est-ce que tu as des questions? Quelle est ta question? Monsieur? Je comprends pas pourquoi le ruminant fait des mouvements transversalement. Transversaux, car il faut voir la dent, pas de profil, mais de haut. D'accord?
Donc, il fait des mouvements transversaux. Par exemple, pour la vache ou le mouton, quand il veut manger, il ne mange pas comme nous. C'est-à-dire la mâchoire supérieure sur la mâchoire inférieure et il crée des mouvements comme ça. Par contre, il mange, c'est comme s'il mangeait horizontalement. Est-ce que tu as déjà vu un cheval ou un mouton en train de manger? Ah oui. Oui. Donc, tu vois que au lieu d'ouvrir la bouche dans le sens vertical, il fait des mouvements dans le sens horizontal. Tu as compris? Oui. 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 Donc, ici, on dit mouvements transversaux, c'est dans ce sens. C'est pas comme le sens ici, c'est pas. On voit la dent d'en haut et non pas et non pas latéral et non pas de profil. On la voit d'en haut. Donc, quand on voit la dent en haut, on voit qu'il crée des mouvements transversaux comme ça. D'accord? C'est pas ici, c'est pas là, c'est pas verticalement. C'est-à-dire, c'est pas dans le sens de profil, mais en haut. Donc, on voit ici la dent ou la molaire vue d'en haut. Donc, il crée des mouvements transversaux. Par contre, chez l'éléphant ou le rongeur, est-ce que c'est clair, monsieur? Ok, madame, j'ai compris. Merci. Tu as compris? D'accord, très bien. Donc, je continue pour l'éléphant et comme ça, vous allez voir la différence qui existe entre les deux. Que la molaire d'éléphant ou de rongeur, elle est formée par des bandes de dentine entourées d'émail et tout le reste, c'est du sément. Donc, on parle de dents lophodontes. L'éléphant ou le rongeur crée des mouvements antéro-postérieurs pour manger. Après, comme conclusion, la denture donne des renseignements sur le régime alimentaire de l'animal. On peut établir une formule dentaire d'un mammifère. Donc, on va calculer le nombre d'incisives, plus le nombre de canines, plus le nombre de prémolaires plus molaires par hémimâchoire supérieure. Hémi, ça veut dire semi, la moitié de la mâchoire supérieure, sur le nombre d'incisives plus le nombre de canines plus le nombre de prémolaires plus molaires par hémimâchoire inférieure. Donc, je vais donner l'exemple d'un homme qui a par hémimâchoire 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. 3 molaires, bien sûr, s'il a la dent de sagesse. S'il n'en a pas, donc il aura 2 molaires. Donc, en total, ça sera 8 dents par hémimâchoire, s'il a la dent de sagesse. 8 fois 4, ça fait donc 32 dents dans la bouche d'un adulte avec les dents de sagesse. Sans les dents de sagesse, ça sera 7 dents par hémimâchoire. Donc, 7 fois 4, ça fera 28 dents chez un homme qui n'a pas de dents de sagesse. Donc, ici, avant la conclusion, ici pour l'éléphant ou le rongeur, comme je viens de le dire, il y a des bandes de dentine entourées d'émail. Ces bandes dentines entourées d'émail et tout le reste, c'est du sément. Tout ça, c'est osseux. D'accord? Donc, on parle de dents lophodontes. Et là, pour l'éléphant ou le rongeur, c'est comme nous, quand il va mâcher verticalement. Donc, il va créer des mouvements antéro-postérieurs. D'accord? Donc, ça, c'est la différence qui existe entre la molaire de ruminant et la molaire d'éléphant ou de rongeur. Pour la conclusion, la denture, ça veut dire le nombre de dents, va nous renseigner sur le régime alimentaire de l'animal. Et même la forme de la dent va nous renseigner également sur le régime alimentaire de l'animal. Quand on voit, par exemple, des tubercules avec des pointes, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire si on voit des tubercules avec des pointes? Il s'agit d'un carnivore. Très bien. Donc, c'est un mammifère carnivore. Si on voit, par exemple, des tubercules arrondis. Omnivore. Omnivore. Très bien. Donc, vous voyez que
la forme ou bien la denture d'un animal va nous renseigner sur son régime alimentaire. Et le deuxième point, c'est qu'on peut établir une formule dentaire d'un mammifère. Donc, chez un mammifère, on peut établir une formule dentaire. Par exemple, chez nous, chez l'homme, c'est quoi la formule dentaire? Avant, c'est quoi? C'est le nombre d'incisives. NI, ça veut dire nombre d'incisives. Plus NC, ça veut dire le nombre de canines. Plus N, entre parenthèses, PN plus M. Ça veut dire le nombre de prémolaires plus molaires. On va confondre les prémolaires avec les molaires. Et on va compter leur nombre. Et on va compter le nombre d'incisives plus le nombre de canines plus le nombre de prémolaires plus molaires par hémimâchoire supérieure, c'est-à-dire la moitié de la mâchoire supérieure, sur le nombre d'incisives plus le nombre de canines plus le nombre de prémolaires plus molaires par hémimâchoire inférieure. Donc, ici, ça dépend du mammifère qu'on va étudier. Par exemple, prenons notre cas, c'est-à-dire le cas de l'homme. Combien vous avez par hémimâchoire supérieure, combien vous avez d'incisives? 7. Non, mademoiselle. On a Écoutez-moi. Les incisives, القواطع. شحال عندكم تاع القواطع؟ On a 4. Non, écoutez, vous avez 4, d'accord? Mais par hémimâchoire supérieure. Prenez la mâchoire supérieure, la moitié. 8. Une. Les incisives, combien? 2. 2 incisives. Nous avons 2 incisives par hémimâchoire supérieure. Touchez votre dent, touchez votre bouche, touchez les dents que vous avez. Combien vous avez par semi-mâchoire supérieure d'incisives? 1, 2. On a 2 incisives. Touchez, combien vous avez de canines? L'énième. On a 1. Une canine. Combien vous avez de prémolaires? Prémolaires, ce sont les dents qu'on a à l'intérieur de notre bouche qui ne possèdent pas beaucoup de pointes. 2. Combien vous On a avez? 2. 2. On Deux. a 2. Touchez-les, touchez. 1, 2. Vous avez 2 prémolaires. Combien vous avez de molaires? 2. Tu as 2. 3. 3. 2, c'est correct et 3, c'est correct. Pourquoi? Ça dépend. Madame, Ça dépend. Les dents Les dents de quoi? sagesse. De sagesse. درس العقل. La dent de sagesse. Il y en a d'entre vous, à votre âge, il y en a qui ont la dent de sagesse et ceux qui n'ont pas la dent de sagesse. Ceux qui ont la dent de sagesse, combien vous avez de molaires? 3. 3. 3. Ceux qui n'ont pas de dent de sagesse? 2. 2. Donc, faites-moi le total par semi-mâchoire. 2 incisives, canines, prémolaires et molaires. Combien vous en avez? 8 ou bien? Ça fait 8. Bien 7. Ou bien 7. 8 ou bien 7. Soit 8, soit 7. 8 si vous avez la dent de sagesse. 7 si vous n'avez pas la dent de sagesse. Donc, dans votre bouche, combien de dents vous en avez? Il suffit de multiplier par 4. 32. Oui, 32. Si vous avez 8, si on n'a pas les dents de sagesse. S'il n'y a pas de dents de sagesse, combien? 28. 28. Si vous n'avez pas de dents de sagesse, ça sera 28 dents. Si vous avez les dents de sagesse, ça sera 32 dents. Donc, vous voyez qu'on a pu établir
votre formule dentaire, c'est-à-dire la formule dentaire de l'homme, qui fait partie des mammifères aussi. Vous pouvez le faire pour le lapin, vous pouvez le faire pour la souris, vous pouvez le faire pour n'importe quel autre animal. Et pour l'homme, on a les mêmes dents au niveau de la mâchoire supérieure qu'au niveau de la mâchoire inférieure. Donc, ça sera par un mi-mâchoire soit 8 sur 8, soit 7 sur 7. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, c'est clair. Donc, ça sera, Oui, madame. pour les dents de sagesse, ceux qui ont la dent de sagesse, ça sera 8 sur 8. Si il n'y a pas de dents de sagesse, ça sera 7 sur 7. Mais il y a d'autres mammifères où la mâchoire supérieure, le nombre de dents diffère du nombre de dents qu'il y a dans la mâchoire inférieure. Mais ça, c'est un autre exemple. C'est autre chose. Maintenant, vous avez compris comment on établit la formule dentaire d'un mammifère. C'est le nombre d'incisifs plus le nombre de canines plus le nombre de prémolaires plus molaires sur la même chose, mais par semi-mâchoire. Semi-mâchoire supérieure, semi-mâchoire inférieure. Semi ou hémi, c'est la même chose. Donc, normalement, on a terminé le TD. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. Est-ce que vous avez des questions? madame, s'il vous plaît, j'ai une Madame. petite question. Une par une, s'il vous plaît. Une qui parle déjà. Quelle est votre question, mademoiselle? Oui, j'ai une petite question. Est-il correct de J'entends pas bien. ما تنسمعش مزيان. j'ai dit, est-il correct de dire et considérer la dent comme Comme quoi? J'ai rien entendu, mademoiselle. Est-il correct? Comment? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non, madame. Votre micro, j'arrive pas bien à entendre. Tu m'as dit, est-il correct de... On entend la rien. dent comme un os. Comme un os. Non, la dent, c'est un organe dur. Attends. C'est pas un os. La dent, c'est pas un os. Non. La dent, elle est liée à un os. La dent, c'est un organe dur qui est constitué de plusieurs tissus squelettiques. La dentine, l'émail, le sément. Seulement le sément qui est un tissu squelettique osseux. Par contre, toute la dent, c'est un organe dur qui est lié, d'accord, qui est accroché à un os. Pour la mâchoire inférieure, c'est le dentaire. Pour la mâchoire supérieure, c'est le prémaxillaire ou le maxillaire. Tu as compris? Oui, madame, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, pour le calcul. Oui? Pour le calcul? Madame. Oui? Pour le calcul, ici, à la fin? On va calculer 7 sur 7. 7 sur 7, si tu n'as pas la dent de sagesse. Oui, madame. On écrit 7 sur 7 à partir de l'angle. À partir de quoi? Je veux dire 7 fois 4. Parce que ça tenait le nombre. Le nombre total. Le nombre total des dents. 7 sur 7, ça tenait 1. Non, c'est pas divisé. Ça, c'est pas divisé. Ça ne veut pas dire divisé. Ça veut dire qu'on a 7 dents au niveau de la mâchoire supérieure, la moitié de la mâchoire supérieure, et on a 7 dents au niveau de la moitié de la mâchoire inférieure. C'est pas divisé. C'est pas 7 sur 7 égale à 1. Non. On a 7 ici et on a 7 ici. Si on veut calculer le nombre total de dents,
On multiplie 7 fois 4, ça fait 28. Et ici, 7 fois 4, 28, ça veut dire le nombre total de toutes les dents qu'on a dans notre bouche. Ça, ce n'est pas la formule dentaire, c'est le nombre total. Par contre, la formule dentaire, c'est ça. Est-ce que c'est clair? D'accord, madame, merci. J'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, madame. questions? Madame, Oui. Madame, lorsqu'on parle de la dentation, on parle de la formation de la couronne et des racines. Pas la dentation, c'est la dentition. La dentition. Voilà. D'accord. La dentition, c'est la formation et la sortie de la dent. C'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment se forme la couronne et comment se forme la racine et comment il y a sortie de la dent après formation de la racine. C'est ça la dentition. D'accord? D'accord, madame, merci. Je t'en prie. D'autres questions? Oui. Madame, pour le dents illimité, il ne peut pas avoir de conséquences J'entends pas bien. J'entends pas bien. Le micro, s'il vous plaît. pour les... On sait que c'est la nature. Pour les dents à croissance illimitée, c'est la nature. C'est la nature et c'est le régime alimentaire. Donc, ce sont des ruminants, d'accord, qui ont une table d'usure, qui ont des dents à croissance illimitée, qui commencent à s'accroître, d'accord? Et même la pointe, elle va s'user, même si elle se casse, d'accord? Elle peut se casser, la partie qui est très ancienne, elle peut se casser, mais elle est à croissance illimitée. Est-ce que c'est clair? D'accord. D'autres questions? Madame, Oui? quelle est la différence entre la carnivore et l'omnivore? Carnivore, ça veut dire qu'il ne mange que de la viande. Qu'est-ce qu'on dit en arabe? Comme le tigre, comme le chien. Hein? Lahim. Voilà. Omnivore, c'est ashib zaïd lahim. Omnivore, comme nous, comme l'homme. Comme l'homme. Non, c'est pas qarid. Qarid, je pense, ce sont les rongeurs. C'est ça? Le qawarid, non, je ne sais pas. Oui, Bon, madame. on a le qawarid, ce sont les rongeurs. D'accord? Comme la souris, comme le rat et tout ça. Ça, ce sont des rongeurs. Par contre, omnivore, c'est comme l'homme. C'est-à-dire, il peut manger la viande et les légumes et les fruits et il est herbivore. C'est-à-dire herbivore et carnivore. C'est ça, omnivore. Ça va? D'accord, madame, c'est clair. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Tout est clair? Oui, madame. Merci. Donc, je vous en prie. Donc, très bien. Je vais vous envoyer en PDF et en vidéo le premier TD, comme d'habitude. D'accord? Et bien sûr, on se verra. Je vais rester en contact pour vous afficher s'il y a, par exemple, une séance de livre. C'est bien?